dans le cadre du TIPE, qui s'inscrit dans le thème de la ville, nous on a choisi de plutôt s'intéresser au traitement des piscines publiques par électrolyse au sel, parce qu'en fait chaque année des personnes vont se baigner dans des piscines publiques et soit contractent des maladies ou peuvent attraper des infections par exemple. Et on a voulu se demander si l'électrolyse au sel pouvait être considérée comme un procédé qui serait à la fois efficace en termes de désinfection de l'eau et qui passe donc par la production de molécules chlorées désinfectantes, mais tout en étant de moindre toxicité à la fois pour les baigneurs et pour les agents d'entretien des piscines. Donc au début, je me suis concentrée sur les conditions expérimentales dans lesquelles je voulais placer mon électrolyse, en termes notamment du choix du métal des électrodes et de la tension. Et ensuite, j'ai réalisé une étude cinétique de mes résultats. Puis je me suis intéressée aux différents paramètres qui constituent ce que l'on appelle l'équilibre de l'eau, à savoir le pH, la dureté et le titre alcalimétrique complet. Et enfin, j'ai essayé de me rapprocher de l'utilisation réelle qu'on faisait d'un électrolyseur au sel dans des vraies piscines publiques, en étudiant le cas d'une eau qui était chargée en acide aminé. Donc pour ce qui est des conditions expérimentales, je vous ai représenté ici le dispositif de montage. Alors, vous voyez qu'il y a un générateur et un ampèremètre, et là-bas, il y a le dispositif d'électrode que l'on voit mieux ici. Ici, il y avait la cathode à laquelle était formé du dihydrogène gazeux, et à droite, c'est l'anode, donc là où a lieu l'oxydation. Et en fait, il y a deux réactions. D'une part, la formation d'ion hypochlorite, donc ClO1, et c'est ça qui nous intéresse pour la désinfection des piscines, mais aussi une deuxième réaction qui, elle, était plus parasite et qui est l'oxydation de l'eau. Et ici, je vous ai écrit l'équation globale qui, elle, nous intéressait pour l'électrolyse au sel, avec donc la production d'ion hypochlorite. Alors, d'abord, ce que j'ai fait, c'est que pour suivre l'avancement de la réaction, je me suis intéressée au volume de dioxygène et de dihydrogène qui se formaient aux électrodes. Celui de dioxygène était clairement négligeable, puisqu'au bout de plus de 12 minutes d'électrolyse, on obtenait moins d'1 millilitre. Par contre, celui de dihydrogène ne l'était pas. Et j'ai tracé l'allure du volume de dihydrogène en fonction du temps. Et on trouvait que c'était une allure de droite. C'est pour ça qu'on a essayé de modéliser cette droite en regardant ce qui se passait à la cathode. Pour ça, on a dû faire plusieurs hypothèses, notamment que le dihydrogène était un gaz parfait et que l'intensité et la surface des électrodes étaient constantes au cours de l'électrolyse. Et avec l'expression de la vitesse, on a pu effectivement remonter à une équation que vous avez ici, qui montre que le volume de dihydrogène est bien proportionnel au temps. Et j'ai pu après ensuite tracer la régression linéaire que vous voyez là-bas. Et en fait, il faut savoir que cette réaction qui fabrique les ions, qui permet de produire les ions hypochlorites, elle n'est pas favorisée thermodynamiquement quand on regarde les potentiels standards des couples mis en jeu. C'est pour ça que le choix du métal des électrodes était vraiment important, parce que ça joue sur les courbes intensité potentielle en créant des surpotentiels qui pouvaient permettre justement la réaction. Et en l'occurrence, on s'est intéressé donc à 3 métals d'électrodes différents, le graphite, le platine et le nickel. Et à chaque fois, on a tracé les volumes de dihydrogène en fonction du temps, ce qui nous a permis de remonter aux pentes des droites qu'on traçait avec les régressions linéaires, qui sont dans la deuxième ligne du tableau, et les incertitudes que l'on obtenait avec une méthode de Monte Carlo. Et donc en fait, cette pente, c'est ce que l'équation que je vous ai montrée précédemment, elle est proportionnelle à la vitesse de réaction. Donc on voulait une pente qui était assez grande, et on voit que pour le graphite et le platine, c'est là qu'elles étaient les meilleures, avec même un peu mieux pour le platine. Mais c'est surtout qu'avec le graphite, on obtenait une solution qui se grisait, ce qui montrait que les électrodes se détérioraient, donc on a plutôt préféré le platine. Et pour le nickel, c'est vrai que la pente était très grande, mais en fait on s'est rendu compte que l'équation qui avait lieu, c'était à l'anode l'oxydation des ions Ni2, nickel 2, et que l'on a pu titrer en faisant un titrage à l'EDTA. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est pas du tout cette équation-là qui nous intéressait. Donc, on est resté avec des électrodes de platine dans la suite. Et enfin, on s'est intéressé à la tension optimale qu'il fallait appliquer à nos électrodes.
Et en fait, donc à chaque fois, comme vous le voyez ici, on a tracé les volumes d'hydrogène en fonction du temps. Et on voit que les pentes des droites sont de plus en plus grandes en fonction, au fur et à mesure que la tension augmente. Et même que si on le trace, ça augmente linéairement, c'est une fonction infinie. Donc on pourrait penser qu'il faudrait une tension la plus élevée possible, mais c'est pas forcément bien déjà en termes de coût d'électricité, et surtout on a pu remonter au rendement cathodique de notre équation, parce que l'équation que j'écrivais au début avec la vitesse nous permettait de remonter au courant limite cathodique utile, et on avait forcément les valeurs des intensités, et on s'est rendu compte que le rendement cathodique était meilleur puisqu'il était de 100% à 7 volts, et ça s'explique par les courbes intensité potentielle, parce que quand on écarte donc déjà quand on augmente la tension, ça fait qu'on va écarter les courbes, et donc on va favoriser une réaction parasite, l'oxydation de l'eau, ce qui n'est pas forcément ce que l'on ne veut pas. Juste ici, sachant qu'il y a une petite erreur, c'est le mauvais couple en bas. Et ensuite, on a voulu vraiment calculer la quantité de chlore qu'on formait au cours de notre électrolyse. Et pour ça, on a réalisé un titrage par iodométrie, qui est un titrage indirect, puisque la première étape consistait à ajouter du iodure de potassium et de l'acide fluorhydrique, ce qui permet de former du diode. Et c'est ce diode après que l'on titrait avec du thiosulfate de sodium. J'ai écrit ici la relation à l'équivalence qui nous permettait de remonter à la quantité en ion hypochlorite. Et j'ai pu tracer cette quantité en fonction du temps. Et la pente de cette droite, à nouveau, était proportionnelle au I utile. Et en fait, j'ai tracé un premier modèle. En jaune, en fait, vous avez la droite que l'on obtiendrait si on faisait les calculs avec I total, et en vert, c'est nos valeurs expérimentales. Donc en fait, l'écart entre les deux courbes symbolise cette différence que l'on a en termes d'efficacité de la réaction, suivant qu'on est avec I total ou I utile. Et à 17,5 minutes d'électrolyse, on arrivait à former, alors c'est certes petit, mais on arrivait quand même à former 0,9 millimol d'ion hypochlorite. Et un autre paramètre qu'on arrivait à faire varier, c'était la quantité de sel qu'on mettait dans notre eau, donc la concentration en chlorure de sodium. On l'a fait 2 fois à 0,1 mol par litre et 1 mol par litre. Et à chaque fois, donc, on a pu tracer à nouveau, en faisant des titrages, les quantités d'ion hypochlorite en fonction du temps. Et tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait remonter au I utile, et on s'en est servi pour calculer, alors cette fois, le rendement anodique, puisque ça a lieu à l'anode. Et on voyait qu'il était bien meilleur pour une concentration de 1 mol par litre, puisqu'il était de 99% quasiment. Et après, on s'est intéressé aux différents paramètres que pouvait dérégler en fait notre électrolyse, parce que en fait, ce qui est très important dans une piscine, c'est de conserver ce que l'on appelle l'équilibre de l'eau. Il faut savoir que le pH, le TAC dont je vous parlais tout à l'heure et la dureté, ils sont reliés. Et en fait, il y a quelque chose qui s'appelle la balance de Taylor, qui fait que l'eau, elle doit rester dans cette zone bleue ici pour qu'elle soit équilibrée. Et en plus, il y a certaines normes, par exemple de pH, à respecter dans les piscines publiques. Donc c'est pour ça qu'on s'est d'abord intéressé au pH. Au début, on faisait des étalonnages 4-7, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment judicieux étant donné les valeurs de pH qu'on obtenait, qui sont plutôt basiques. Donc après, on a fait un étalonnage du pH neutre à 7-11, et on a pu obtenir la droite de pH suivante. Donc on voit que le pH augmente malheureusement au cours de notre électrolyse, ce qui n'est pas forcément bien puisque donc, ça va déséquilibrer l'eau. Mais par contre, en réalité, les valeurs que vous voyez des pH sont pas vraiment fiable, étant donné qu'il y avait ce que l'on appelait l'erreur alcaline, à savoir que notre solution était trop chargée en ion sodium, ce qui rendait les valeurs assez imprécises. Par contre, donc, notre électrolyse semble un peu dérégler le pH. Cependant, on s'est ensuite intéressé à la dureté, qui correspond à la somme des concentrations en ions métalliques. Et donc, on a titré avec de l'EDTA les ions magnésium et les ions calcium. Et on a pu remonter aux valeurs de la dureté que l'on obtenait. Alors on l'a fait pour 2 eaux, une eau convexe qui est donc dure et une eau du robinet, comme évidemment on salait à chaque fois.
Et on a pu obtenir ces courbes-là. Donc on voit en fait que les valeurs de la dureté restent constantes au cours de notre électrolyse, ce qui est plutôt donc une bonne nouvelle puisque l'électrolyse ne fait pas varier la dureté et donc à ce point de vue-là ne déséquilibre pas l'eau. Et en plus on s'est même rendu compte que pour une eau du robinet, donc en rouge en fait je vous ai tracé les normes de la dureté qui sont imposées pour une piscine. Et en fait, avec une eau du robinet, on était parfaitement dans les normes, donc en soi, on pourrait utiliser cette eau-là pour réaliser des électrolyses au sel dans les piscines. Et on avait fait des tests avec l'eau de Contrex parce que ça nous servait en quelque sorte de référence, puisque on connaissait les valeurs dans le commerce de dureté pour les eaux de Contrex. Et enfin, on s'est intéressé au titre alcalimétrique complet, que je vais appeler par la suite TAC, qui nous a permis en fait de remonter à la concentration en ion hydrogénocarbonate dans notre solution. Donc pour ça, on réalisait un titrage pH métrique. On utilisait les propriétés basiques de l'ion hydrogénocarbonate, puisqu'on le titrait par de l'acide chlorhydrique. Donc j'ai écrit l'équation de réaction ici. Et en fait, on repérait l'équivalence par d'une part un saut de pH et un changement de couleur, puisqu'on plaçait dans la solution un indicateur coloré, l'héliantine, qui changeait de couleur puisqu'il devenait orangé rouge à l'équivalence. Donc là, je l'ai d'abord réalisé pour une eau du robinet. Alors le saut de pH est assez mauvais, cependant le changement de couleur était quand même assez net, ce qui m'a permis de remonter à une valeur du TAC de 8,4 degrés français. Ce qui est à nouveau plutôt bien, puisque les normes, en fait, il faut que l'eau soit comprise entre 8 et... que le TAC soit compris entre 8 et 12 degrés français pour les eaux de piscine publique. Et ensuite, je me suis effectivement intéressée à l'effet de l'électrolyse, puisque à nouveau, on ne veut pas déséquilibrer l'eau. Et donc, j'ai réalisé ici mon dosage pour avant et après mon électrolyse pour une durée de 30 minutes. Et je trouvais que les courbes se superposaient quasiment, ce qui est donc une bonne nouvelle, puisque l'électrolyse fait peu varier le pH. Par contre, après, j'ai essayé plutôt de me recentrer sur les conditions réelles dans lesquelles on allait utiliser notre électrolyse au sel dans les piscines publiques. Et une de mes camarades a choisi, elle, de regarder l'effet de l'électrolyse sur la variation du nombre de levures, qui sont des champignons dans l'eau, en faisant des tests avec un microscope où elle comptait le nombre de levures. Et moi, je me suis plutôt intéressée à une eau qui était chargée en acides aminés. Alors j'ai choisi la phénylalanine que j'ai représentée ici. Et j'ai fait une première expérience dans laquelle je la plaçais en excès, mais j'ai pas du tout pu titrer mon chlore, il n'y avait aucune coloration. Donc j'ai fait l'hypothèse que tout mon chlore avait été consommé en réagissant avec mes acides aminés. Et donc je ne pouvais pas vraiment observer les variations. C'est pour ça qu'après j'ai pris une masse plus faible qui correspondait à peu près à un quart de la masse de chlore qu'on formait quand on faisait la même électrolyse dans des conditions similaires, plus tôt dans l'année. Donc j'ai mesuré avec une balance de précision ici. Et je suis à nouveau remontée au volume de dihydrogène en fonction du temps. Et à nouveau j'ai pu tracer une droite de régression linéaire. Une droite de régression, pardon. Et ici, je vous ai représenté sur un graphique la superposition de la droite quand il y avait des acides aminés et quand il n'y en avait pas, pour les volumes de dihydrogène. Et on trouvait qu'avec en présence de phénylalanine, cette droite et donc la vitesse de réaction était un petit peu plus faible, mais restait quand même assez proche. Si on regarde vraiment un écart précis, ça restait quand même assez proche. Et par contre, pour la quantité de chlore d'ion hypochlorite au cours du temps, alors c'est pas tout à fait à zéro, c'est l'échelle qui lui donne cette impression, mais avant à peu près 20 minutes, la quantité en ion hypochlorite est quand même relativement négligeable, alors qu'après on peut vraiment la constater. Donc en fait j'ai fait l'hypothèse qu'il avait fallu à peu près 20 minutes pour que tous les acides aminés aient réagi avec les ions hypochlorites que je formais. Donc en conclusion, l'électrolyse au sel, c'est quand même un procédé assez efficace en termes de désinfection de l'eau et qui a d'ailleurs déjà été mis en place dans certaines communes et qui est aussi assez intéressant en termes de toxicité puisque les seules choses que, par exemple, les agents d'entretien vont manipuler et qu'on va devoir stocker, c'est du sel
contrairement à des produits chimiques comme du chlore, des galets de chlore, etc., qui eux sont plutôt mauvais pour la santé. Par contre, c'est vrai qu'il y a encore des améliorations à faire, notamment en termes de stabilisation du pH, comme on l'a vu plus. Voilà, merci de votre attention.